Voilà, nous allons reprendre notre réflexion sur l'autorité. Avec cet après-midi, nous commençons par une approche intéressante qui est celle de la psychanalyse et du psychanalyste qui est Serge Effez, que j'ai le plaisir d'accueillir à ces entretiens d'Auxerre. Alors Serge, vous êtes psychiatre, psychanalyste, thérapeute du couple et de la famille, spécialiste des adolescents aussi, auteur de nombreux ouvrages dont les titres parlent d'eux-mêmes. Vous les trouverez en nombre sur la table du libraire, notamment La fabrique de la famille, Réinventer de nouveaux liens, Quand la famille s'en mêle, Scène de la vie conjugale, La danse du couple, Le cœur des hommes, et plus récemment, des ouvrages consacrés à la question du genre, parmi lesquels votre dernier ouvrage, Transition, Réinventer le genre. Et un autre ouvrage aussi, Le nouvel ordre sexuel, Pourquoi devient-on fille ou garçon ? Alors, nul doute, bien sûr, que la question de l'autorité est au cœur de votre travail de psychanalyste, avec les familles et les adolescents que vous pouvez suivre, dans le cadre, effectivement, des thérapies qui sont engagées, et que cette question s'invite dans nombre de situations, d'interactions concrètes que vous suivez et analysez dans le cours de ce travail thérapeutique. On va évidemment avoir l'occasion de vous entendre à ce sujet. Mais avant de plonger avec vous dans votre expérience de clinicien et de nous donner la possibilité d'entendre la façon dont vous envisagez et interprétez très concrètement l'autorité à partir des situations concrètes ou des symptômes que vous êtes amenés à traiter, je voudrais un rapide éclairage de votre part sur la place de la notion même d'autorité dans la théorie psychanalytique et sur la façon dont elle est prise en compte par la psychanalyse. En fait, vous demandez si l'usage même du mot autorité a un sens. Est-ce qu'il fait partie du vocabulaire psychanalytique en tant que tel, des notions opératoires en psychanalyse, ou bien sont-ce d'autres notions qui s'y substituent? Je pense notamment à la question de la fonction paternelle, qui peut être une sorte de notion, de concept qui se substitue à la notion d'autorité. Par exemple, Freud lui-même, en tant que père de la psychanalyse, a-t-il employé ou traité explicitement de la notion d'autorité? Donc, est-ce que l'on peut commencer notre conversation par ce point, avant, ensuite, nous le verrons, de vous relancer sur la clinique? Avec grand plaisir, bonjour à tous, et puis merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être avec vous et de participer à ces journées. Donc on va effectivement peut-être entendre d'abord le psychanalyste et puis ensuite le thérapeute familial. Le psychanalyste, j'entends sur mon fauteuil ou sur mon divan beaucoup de plaintes autour de ces questions-là. Et puis comme je suis thérapeute familial, je vois des familles entières avec des parents, des enfants, des collatéraux, et bien évidemment la question de l'autorité dans la famille et de l'autorité intergénérationnelle se pose beaucoup, mais peut-être pas tout à fait de la même façon. Je dirais pour commencer que cette question de l'autorité, elle est au cœur de la psychanalyse. Et elle est au cœur même de la création de la psychanalyse, de l'invention de la psychanalyse. Parlons de Freud et parlons du moment où il a commencé à réfléchir à son travail. À quel moment on est à ce moment-là dans la société? Eh bien, on est justement au moment où cette question de l'autorité est centrale. C'est-à-dire qu'on est au moment de cette question du déclin des pères dans la société et de l'autorité paternelle dans l'ensemble de la société. Et une idée qu'on pourrait avoir, c'est que Freud tente désespérément de restaurer cette place du père, cette place prépondérante du père, cette place de l'autorité paternelle dans ses conceptions théoriques. Qu'est-ce qui s'est passé? La France est le seul pays où on a décapité le roi, quand même. Il faut se rappeler, au moment de la Révolution française. Quelques années après qu'on ait décapité le roi, Balzac a dit quand on a coupé la tête au roi de France, on a coupé la tête à tous les pères du royaume. Il avait bien compris quel était le
le mécanisme, c'est que l'autorité des pères, la puissance paternelle, ce n'est pas une qualité interne au père du royaume, ce n'est pas des capacités qu'il pourrait avoir où il serait plus ou moins apte à exercer cette paternité et cette autorité. C'est une transcendance. Une transcendance, ça veut dire que la puissance des pères vient du fait qu'ils reçoivent cette puissance par une espèce de transmission divine du roi de France, c'est-à-dire que le père de famille est le représentant du roi de France dans la petite cellule familiale, dans la petite société qu'il est censé diriger, de la même façon que le roi de France reçoit son autorité de Dieu le Père, et que c'est cette transcendance divine qui donne une légitimité au roi de France et qui donne une légitimité à son autorité. En fait, tout le patriarcat, ce qu'on appelle le patriarcat, c'est-à-dire la puissance des pères dans la famille et dans l'organisation sociale, vient de cette transcendance. Les pères de famille sont des représentants de Dieu dans le cadre de la famille. Et quand on a coupé la tête au roi, on a non seulement aboli cette transcendance, mais dans le même mouvement, le mouvement a été anti-religieux et anticlérical, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas seulement de décapiter le roi de France, de tuer le père, mais aussi de tuer Dieu. C'est-à-dire qu'on est passé d'une organisation patriarcale hiérarchique à une organisation beaucoup plus immanente dans lesquelles liberté, égalité, fraternité écrites au fronton de la République vont remplacer cette organisation pour être beaucoup plus soucieuses de l'avènement du sujet, de l'avènement de l'individu dans la société, de l'avènement de la démocratie, c'est-à-dire des individus libres et égaux qui vont pouvoir déterminer leur destin. Ça, on a commencé à en parler ce matin, on pourrait en parler pendant des heures, mais ça n'est pas exactement le sujet, mais c'est quand même un petit peu le sujet, parce que ce dont Freud va se rendre compte en écoutant ses patients, ses premiers patients, c'est justement des atermoiements internes, on pourrait dire des bagarres intérieures que cet individu contemporain est en train de se livrer à lui-même pour accéder à sa liberté, pour passer de cet état de sujétion, d'être sujet d'un maître, d'un roi, d'un dieu, à un autre avènement du sujet, qui est le sujet de lui-même, le sujet de son désir, le sujet de son psychisme, et, comme il va le découvrir, le sujet de son inconscient. C'est-à-dire qu'en avançant dans son élaboration, il va se rendre compte que justement ce sujet, il n'est plus sous la dépendance d'un maître, plus entièrement, mais il n'est plus non plus dans une liberté totale. C'est-à-dire qu'il est assujetti à autre chose, qui sont toutes ces forces intérieures, toutes ces forces mystérieuses, toutes ces forces inconscientes qui agissent à l'intérieur de lui contre son gré, contre sa volonté. Et donc, d'une certaine façon, la question de l'autorité se déplace. Vous voyez, elle se déplace d'une autorité externe transcendantale à une espèce de suggestion intérieure, à une autorité que nous ne maîtrisons pas, que nous ne contrôlons pas, mais qui est celle de nos désirs, de nos pulsions, de notre propre, de la création de nous-mêmes. Et à ce moment-là, il construit un appareil psychique, même si on n'est pas psychanalyste, dont tout le monde a entendu parler, qui s'appelle le moi, le ça et le surmoi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à l'intérieur de chacun se rejoue toute la construction sociale dans laquelle on est et tous les conflits qui peuvent exister dans la société dans laquelle nous vivons et qu'ils se revivent à l'intérieur de nous, à l'échelle de notre cerveau. Le ça, c'est le réservoir des pulsions, c'est le désir, c'est la jouissance, c'est tout ce qui nous fait nous diriger vers le principe de plaisir, vers ce qui fait qu'on va vouloir rendre notre vie la plus attrayante possible. Le surmoi, c'est ce que nous avons intériorisé à l'intérieur de nous, de tous les interdits
qui sont les interdits dictés par les normes, par la morale, par les lois de la société dans laquelle nous vivons, et qui sont véhiculés par le père. Et c'est là où on retrouve l'autorité paternelle. Les mères, on n'y pense pas, hein, elles ont rien à faire dans cette histoire d'autorité, pour l'instant. Tout ce qui importe, c'est de restituer et de retrouver cette puissance paternelle, cette place du père, et la façon dont le père reste une courroie de transmission de l'ensemble des valeurs communes, mais la façon dont l'individu va intégrer, va d'une certaine façon accepter, va introjecter, va assimiler l'ensemble des valeurs pour se créer un espèce de petit gendarme intérieur, un petit représentant de l'autorité intérieure qui lui dit « tu fais ci, tu fais ça, tu ne dois pas faire ça, ça c'est interdit, ça c'est mal, etc. etc. » Et donc, qu'est-ce qui reste? Il reste le moi. Le moi, c'est la façon dont on se sent être, dont on se définirait. On dirait je suis comme ci, je suis comme ça, j'aime la viande, j'aime la musique, j'aime me promener dans les bois. Enfin bon, c'est toute la façon consciente dont on peut se caractériser, si vous voulez, comme individu. Mais ce moi, justement, il n'est pas maître dans sa maison parce qu'il est coincé entre ces deux instances. Ces pulsions qui veulent toujours l'amener vers plus de plaisir, plus de désobéissance d'une certaine façon, mais ce surmoi, ce petit gendarme intérieur, cette autorité intérieure qui le ramène sur le droit chemin et qui lui dit « tu peux pas ». Et donc, si on ne suit pas ce gendarme intérieur, on pourrait se dire, après tout, ce gendarme intérieur, fuck, pourquoi est-ce que je suis... Puisqu'il n'y a pas de vrai gendarme pour me donner une amende et pour m'amener en prison. C'est juste un petit gendarme intérieur. Mais ce gendarme intérieur, il s'est tellement bien construit sur les instances du discours paternel qui véhicule l'autorité qu'on ne peut pas lui désobéir sans payer quelque chose, sans être névrosé, sans avoir des tocs, sans avoir une dépression. Enfin bon, tout ça résulte, tous les aléas de notre vie psychique résultent de cette désobéissance, finalement, de cette désobéissance à l'autorité paternelle intériorisée à l'intérieur de nous. Et à partir de ça, Freud y construit, je dirais, la pierre d'angle de toute sa théorie psychique, dont vous avez entendu parler, qui est le complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe, qu'est-ce que c'est? Le complexe d'Oedipe, c'est resituer, à partir de ce très beau mythe et de cette très belle légende de l'Antiquité, qui est très, très parlante, c'est restituer dans le psychisme toute cette question des interdits et toute cette question de la transgression des interdits. Donc, encore une fois, de là où se situe cette autorité internalisée. Oedipe, je pense que vous avez l'histoire en tête. On peut la rappeler? Vous voulez qu'on la rappelle? Oui. Très belle histoire d'Oedipe. Donc, Oedipe, c'est le fils de Jocaste et de Laios, qui sont les souverains de Thèbes. Et au moment de la naissance d'Oedipe, un oracle dit, ce premier enfant que vous allez avoir, eh bien, il va tuer son père et il va épouser sa mère. Et moi, chez les parents, qui décident immédiatement de tuer cet enfant, ou plutôt de l'abandonner sur une colline. Il demande à un serviteur d'aller abandonner cet enfant en lui liant les pieds. Heureusement, cet enfant est retrouvé par un berger, il est sauvé et il est élevé par une famille d'accueil, on dirait aujourd'hui, qu'il considère comme étant ses parents. Il ne connaît absolument pas son histoire. Puis un jour, il part sur les routes, un peu comme un vagabond, et il croise un cortège, et il croise un homme un peu arrogant qui ne veut pas lui laisser le passage. Il s'ensuit une rixe et Oedipe tue cet homme sans savoir qui il est, et il apprend ainsi que cet homme est le roi de Thèbes, Laios. Mais il ne sait évidemment pas que ce Laios est son père. Dans la région de Thèbes, règne la terreur parce qu'il y a un monstre qui s'appelle le Sphinx, et ce Sphinx dévore tous les jeunes gens de la région lorsqu'ils passent à son passage, et surtout, il leur pose une énigme, et que s'ils ne peuvent pas résoudre cette énigme, il les dévore.
Donc Oedipe, qui se sent plus fort que les autres, va voir le sphinx, entend l'énigme, quel est l'animal qui marche sur 4 pattes le matin, 2 pattes à midi et 3 pattes le soir, et comme il est très malin, il dit ben, c'est l'homme, bien évidemment, puisque au début de sa vie, il est à 4 pattes, ensuite il est debout, puis ensuite il a une petite canne qui fait qu'il marche à 3 pattes. La récompense de ça, c'était d'épouser la veuve du roi, puisque le roi avait été tué, d'épouser la veuve du roi Jocaste, qui n'est autre que sa mère. Ils auront 3 enfants, Antigone, Éthéocle et Polynice. Au bout de quelque temps, je vous la fais courte, au bout de quelque temps, Oedipe apprend, lui est révélé, en fait, sa véritable histoire et son véritable destin. Donc il apprend que cette femme dont il partage la couche est sa mère, que cet homme qu'il a tué est son père, et il se crève les yeux, il s'éborgne, il devient aveugle et il est emmené par sa fille Antigone ailleurs, pendant que les 2 fils, Éthéocle et Polynice, s'entretuent, que Polynice tue Éthéocle pour garder le royaume de Thèbes. Donc vous voyez, tout ça n'est pas très réjouissant, on va dire, comme histoire, mais Freud dit, eh bien ça, c'est exactement l'histoire de nous tous. C'est l'histoire que nous traversons tous pour devenir des sujets. C'est-à-dire que pour devenir des sujets, nous avons besoin de tuer le père, et pour devenir des sujets, nous avons besoin de nous détacher de cet amour considérable, de cet amour énorme que nous portons à notre mère. Et ce désir incestueux, entre guillemets, qui nous pousse vers notre mère, puisque c'est dans ses bras que nous sommes venus au monde et que nous avons découvert tous les délices de l'existence, les délices du sein, les délices des caresses, les délices des baisers. Donc, nous sommes amoureusement attachés à cette femme, et celui qui nous empêche d'accéder à cet amour parfait, eh bien, c'est le père qui représente l'autorité. Mais qu'est-ce que ça veut dire représenter l'autorité? Ça veut dire séparer l'enfant de sa mère. Ça veut dire intervenir dans cette relation fusionnelle entre la mère et l'enfant pour permettre à l'enfant d'accéder à la culture, au savoir, aux normes, à la société. Donc c'est là où cette intervention paternelle génère le surmoi, crée cette espèce de surmoi chez l'enfant et fait en sorte que l'enfant va devenir un citoyen comme les autres, un sujet comme les autres, assujetti aux lois de la société par ce canal, disons, de ce surmoi qui s'est constitué, et que il va être libéré de cette fusion incestuelle, disons, avec sa mère. Donc vous voyez, tout ça est très genré. C'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui. C'est-à-dire que fonction paternelle et fonction maternelle, c'est pas du tout du même ordre, et que le père, dans cette vision freudienne, en tout cas les premiers, et après tout ça c'est un petit peu transformé, et puis continue largement à se transformer dans la psychanalyse contemporaine. Mais enfin, la psychanalyse, elle est sous cet auspice. On pourrait dire au départ, comment est-ce qu'on va restituer la puissance paternelle dans la société? Sur le plan de la société, c'est exactement ce qui est en train ce qui s'est passé précédemment. C'est-à-dire, si on y réfléchit, ce qui s'est passé au moment de la Révolution française, quand on a coupé la tête au roi, vous savez qu'une des premières lois qui a été édictée à ce moment-là, c'est l'autorisation du divorce. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que le divorce, le mariage était indéfectible, et les femmes étaient évidemment données par leur père à leur mari et entièrement soumises à leur mari dans leur foyer, avec des tâches extrêmement rigidement réparties entre le mari et la femme. Ben, tout à coup, on autorise le divorce. Et on voit qu'il y a tellement de couples qui se précipitent dans cette ouverture que ça crée du désordre dans la société, et donc on revient à l'interdiction du divorce. 1904, le Code Napoléon, on n'est pas très loin de la Révolution, il instaure la puissance paternelle dans le Code civil. C'est-à-dire qu'il remet le père de famille dans cette position de puissance,
et son épouse et ses enfants en position de mineurs légaux par rapport à lui. Donc, puissance paternelle, autorité paternelle, l'autorité reste hiérarchique dans le champ de la famille jusqu'à quelle date? 1970. Vous voyez, c'est quand même pas il y a 10 siècles. Hein. 1970, c'est l'instauration, le remplacement de la puissance paternelle par l'autorité parentale conjointe. Si les mots ont un sens, autorité parentale conjointe et puissance paternelle, ça ne dit pas tout à fait la même chose. Autorité parentale conjointe, puisqu'on parle de cette question d'autorité, ça place l'autorité non pas sous l'égide d'un homme qui recevrait de façon transcendantale cette puissance d'on ne sait où, mais dans une relation. Autrement dit, l'autorité naît d'une relation. Ça veut dire que l'autorité naît d'une négociation où les deux protagonistes sont égaux. C'est un changement évidemment considérable, mais ce n'est pas un changement qui vient du ciel, c'est que toute la société s'est évidemment réorganisée autour, non plus de la puissance paternelle, mais de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est ça qui change dans le champ de l'intime, dans le champ de la famille, c'est ça qui change considérablement la façon dont on peut même se représenter l'autorité. J'entendais ce matin des questions, mais est-ce que les profs femmes ils sont aussi autoritaires que les hommes, ou différemment, etc. On vit encore dans cette rémanence des capacités différenciées des hommes et des femmes par rapport à l'exercice de l'autorité. Alors que pourtant, depuis 1970, on peut dire que sur le plan de l'autorité, en tout cas sur le plan de la loi, les hommes et les femmes, et les pères et les mères, sont à égalité. Merci pour cet éclairage très, très complet, très suggestif, très, très parlant, et qui, je pense, fait écho à beaucoup de choses en chacun de nous. À t'écouter, j'ai l'impression que, pour revenir vraiment à la théorie freudienne, finalement, si le père est l'autorité, si pour que le sujet accède à lui-même en tant que sujet autonome, sujet désirant et autonome, ça veut donc dire que quelque part, il faut une transgression, c'est-à-dire celle de tuer le père, donc l'autorité, donc s'affranchir de l'autorité. Mais du coup, que devient l'autorité, au fond, c'est peut-être un petit peu, paradoxal, ce que j'essaie de dire, mais au fond, par rapport à notre sujet, on a l'impression que la psychanalyse tend à dégager l'individu, en tout cas le travail analytique, tend à dégager l'individu de l'emprise de l'autorité, en tout cas de l'autorité paternelle et maternelle, puisque maintenant il y a égalité. Mais du coup, ça veut donc dire qu'on peut vivre sans autorité, ou que l'autorité n'est qu'une aliénation. Comment se recompose l'autorité ensuite, une fois cette libération intervenue? Justement, c'est pas une libération totale, parce que si le travail de la culture et le travail de la famille et le travail de l'éducation parentale s'est bien déroulé, il y a le surmoi. Donc l'autorité, elle est là. L'autorité, elle est internalisée, mais elle permet à ce moment-là d'entrer dans des processus de négociation. Des processus de négociation qui déplacent donc la place du parent, de la mère, du prof, du maître, dans une place où on peut tout à la fois le reconnaître dans sa place hiérarchique et en même temps intégrer le fait qu'une autorité négociée est possible avec ce personnage. Donc effectivement, tout le travail de l'adolescence, qui est pas seulement de claquer les portes, de ne pas faire la vaisselle et de donner des coups de pied dans les murs, mais tout le travail de l'adolescence, c'est justement de pouvoir passer de cette soumission, dans le meilleur des cas, à l'autorité des parents, à une autorité négociée, puis au fait d'intégrer totalement sa liberté et sa capacité sa capacité d'individu. Alors on peut imaginer que dans notre modernité, en tout cas depuis
ces changements comment dire, du rapport entre le père et la mère, entre l'autorité du père et de la mère, avec donc cette égalité qui s'est introduite dans la famille, ce plus grand respect pour les individus. Du coup, il semblerait que cette marge de négociation, si c'est tout ce travail de négociation qu'il faut faire, eh bien, s'est élargi. Sûrement que dans un contexte d'égalité, dans un contexte de démocratie, par définition, eh bien, la négociation devient l'outil premier, l'opérateur premier, et que c'est peut-être plus complexe que dans les sociétés d'antan, où il y avait des prescriptions, un ordre, beaucoup plus, des dogmes beaucoup plus affirmés. C'est évidemment beaucoup plus complexe. La négociation est toujours plus complexe que la soumission à l'ordre duquel on ne peut pas se déprendre. C'est évidemment plus complexe et évidemment beaucoup plus riche. Enfin, je pense qu'on a tous cette idée. Mais la première négociation autour de l'autorité dans la famille, c'est autour donc de cette autorité conjointe et de tout ce qu'elle implique. Ça veut dire que un homme et une femme, enfin, je parle de familles traditionnelles avec un père et des mères. Maintenant, il y a des familles homoparentales, monoparentales, etc. Enfin, la famille s'est largement complexifiée dans sa structure. Mais une famille avec un père et une mère, ça veut dire que chacun est pris à la fois dans un mouvement d'émancipation, notamment les femmes, dans un mouvement de libération par rapport à la soumission à leur mari, mais qui va sur tous les pans de la vie commune et de la vie quotidienne. Et donc, à travers cette négociation d'autorité, entre tout un tas de réaménagement personnel sur les représentations que nous avons de qu'est-ce que c'est qu'être un père, qu'est-ce que c'est qu'être une mère, qu'est-ce que c'est qu'être un homme et qu'est-ce que c'est qu'être une femme dans notre société. Je suis en plus thérapeute de couple, je vois énormément de couples en consultation, et je vois à quel point ces questions-là sont devenues des questions complexes. C'est-à-dire que, notamment, justement par rapport à cette question de l'autorité, c'est-à-dire que je vois des jeunes couples qui n'ont pas d'enfants, et ces jeunes couples, au quotidien, sont dans des échanges, une discussion plus ou moins vive sur ce qui relève des compétences de l'un, des compétences de l'autre, des savoir-faire de l'un, des savoir-faire de l'autre, des devoirs de l'un, des devoirs de l'autre, à l'intérieur de cette micro-société qu'est la cellule conjugale. Ça a à voir évidemment chacun avec leur histoire, puis ça a à voir avec la société dans laquelle on vit, qui va vers de plus en plus d'égalité, c'est-à-dire aussi de plus en plus d'homogénéité entre la façon dont on se représente les psychismes masculins et les psychismes féminins. Donc tout ça, c'est des négociations au quotidien. Est-ce qu'on va aller au cinéma ou au restaurant? Est-ce qu'on va aller au chinois ou à l'italien? Est-ce qu'on va passer les vacances ici ou là? Voilà, c'est une conversation permanente pour savoir comment l'égalité va se jouer. Comment on passe? Parce que ce qui caractérisait le couple parental et le couple conjugal dans cet ancien régime-là d'avant, qui a mis du temps à se transformer, c'est la complémentarité. La complémentarité, ça veut dire que chacun est à sa place. Chacun a ses compétences, chacun a ses savoir-faire, chacun a sa psychologie, chacun a ses manières de s'habiller, et qu'on n'a pas besoin d'être en conflit, puisqu'on est... Tout ce que nous avons à être comme hommes et comme femmes nous est dicté par les lois externes. Donc on n'a pas besoin de se bagarrer, tout est dit. Donc on va se conformer à cet ensemble de lois, de préceptes, de règles, de normes qui sont données par la société. Mais si on change de régime, si on passe à l'égalité, il faut l'inventer. Il faut inventer les places de chacun. Et il faut l'inventer au quotidien, il faut les forger, il faut se mettre d'accord, il faut négocier justement. Il faut être dans une négociation permanente pour savoir qui fait quoi et qui est quoi.
Alors, les jeunes couples s'y attellent avec beaucoup d'énergie, parfois beaucoup de conflits aussi. Hein. Vous savez que maintenant, un couple sur deux se sépare au bout de dans un délai inférieur à 3 ans, avec ou sans enfant. Donc, ce que je veux dire, c'est que la cellule conjugale, elle est quand même devenue beaucoup plus fragile, évidemment, que ce qu'elle n'était du temps du mariage indéfectible. Mais on va dire qu'elle est aussi plus riche en événements. Donc, voilà, ça négocie. Est-ce que je ne sais pas, moi, aller à faire les courses, ça vaut faire 1 heure de bricolage. Est-ce que si je vais chez mes beaux-parents ce week-end, ça veut dire que tu devras venir chez les miens le week-end prochain? Donc toute la vie s'organise autour de cette négociation. Et puis, l'enfant paraît. Et là, tout à coup, on revient un peu à quelque chose qui est beaucoup plus traditionnel, parce que être père et être mère, c'est pas juste quelque chose qui s'invente dans la vie quotidienne, comme de savoir qui va faire la cuisine, mais c'est quelque chose qui a à voir avec les processus de transmission qui nous tiennent depuis Adam et Ève et qui nous sont transmis de génération en génération depuis toujours et qui font que on est comme père le fils du père qu'on a eu, qui lui-même était le fils du père qu'il avait eu, qui était etc., etc. Donc, ce processus de transmission est beaucoup plus complexe et joue beaucoup plus sur le plan inconscient chez chacun. Et là, il y a quelque chose qui se bouscule de cette représentation, je dirais, des idiosyncrasies masculines et féminines, et paternelles et maternelles. Et effectivement, implicitement, la femme retrouve un savoir-faire qui est ancestral, qui est celui qu'elle sait, s'occuper d'un enfant, et le père est censé retrouver ce savoir-faire ancestral d'être contenant, d'être rassurant, d'être séparateur, d'être celui qui est donc du côté de ce père freudien, disons, de la transmission et de la séparation. C'est-à-dire celui, parce que finalement on n'a toujours pas défini l'autorité, mais l'autorité, on pourrait dire le plus simplement du monde, c'est que c'est l'acceptation d'un processus hiérarchique, c'est-à-dire d'une hiérarchie qui protège et pas d'une hiérarchie qui contraint. Donc l'acceptation par les 2 ou plusieurs protagonistes de la reconnaissance de cette hiérarchie comme étant une hiérarchie protectrice et non pas une hiérarchie contraignante. Et que il y a une quête autant dans ce couple en formation, cette question de la hiérarchie liée aux hommes et liée au père est devenue blessante, c'est-à-dire que le patriarcat est devenu quelque chose qu'il s'agit d'éradiquer, la puissance des hommes dans la société, la domination masculine est quelque chose qui n'a absolument plus sa place dans la constitution des couples et des familles aujourd'hui, mais autour de l'enfant, il y a une contradiction, il y a une ambivalence autour de ce qui relève de l'un et ce qui relève de l'autre. Et il faut, là aussi, beaucoup de discussions, beaucoup de négociations pour arriver à retomber sur ses pieds autour de ce que peut être l'égalité dans l'autorité parentale. Résultat, c'est qu'il y a aussi quasiment un couple sur 2 qui se sépare autour des 2 premières années de naissance d'un enfant. C'est-à-dire, on voit bien à quel point... Alors, c'est pas la seule raison, hein, mais on voit bien à quel point c'est difficile d'accommoder ces espaces de liberté avec ce contexte et avec toute cette histoire. Je vous donne juste une petite anecdote pour 1 ou 2 petites anecdotes pour illustrer ça. Une femme qui a un poste, elle est chef d'entreprise, elle travaille énormément, elle a beaucoup de responsabilités dans son boulot, et elle me raconte l'anecdote suivante, c'est qu'elle rentre chez elle après une dure journée de travail, et elle voit son conjoint vautrer sur le canapé avec leur petit garçon de 5 ans, et ils se font des guilis, ils se font des chatouilles, et ils rigolent, et ils font la galipette, et ils ont l'air parfaitement heureux de ça.
Alors elle arrive, elle est un petit peu énervée avec son travail, et puis elle tape dans ses mains comme ça, et elle dit à son fils, bon, allez, maintenant ça suffit, c'est l'heure d'aller faire tes devoirs. Et au moment où elle se dit ça, elle se dit dans sa tête, j'en ai marre de faire l'homme dans cette maison. Vous voyez la superposition quand même des contradictions. Cette femme qui est chef d'entreprise, elle n'a pas besoin de penser qu'on est un homme pour dire il faut faire ci, il faut faire ça, il faut aller dans sa chambre, ou il faut faire tel dossier. Mais dans ce champ de la famille, eh bien, c'est cette image qui lui vient. C'est-à-dire que cette place d'être celui qui tape dans ses mains et qui dit « Allez, maintenant, c'est l'heure des devoirs », c'est la place du père. Et qu'elle se sent là, prise dans cette contradiction et dans ce guet-apens paternel, on pourrait dire. Alors justement, dans cet exemple et dans tout ce que tu viens de dire, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de penser à ces nouvelles normes éducatives, parentales, qui font que les pères, notamment, ont été amenés à quitter de plus en plus la scène de l'autorité pure, de l'absence de la sphère domestique, pour au contraire la surinvestir, et la surinvestir aussi par une présence affective, bienveillante, être un compagnon de jeu, c'est le père copain, c'est le papa poule, enfin c'est tout ce que l'on a pu, toutes ces images qui circulent dans la société et qui sont aujourd'hui des nouvelles normes de paternité, qui fait que les pères sont devenus aussi des hommes, enfin des pères nourriciers, des pères qui vont changer leurs enfants, qui vont les conduire à l'école, être présents dans les jeux, etc. Et donc, ils sont sur des fonctions maternelles. Donc, voilà, on comprend bien dans ce que tu nous as dit et expliqué que, effectivement, cette négociation à l'intérieur de la famille, dans un contexte où la société renvoie aussi des représentations, des images, des normes nouvelles issues, effectivement, de cette égalité qui s'est mise en place, eh bien, qui peuvent entraîner de la confusion aussi dans les rôles. Et cette quand Fabius dit qui va garder garder les enfants, par exemple, on sait bien de quoi il parle. Oui. Voilà, cette confusion, en tout cas au niveau affectif et psychique, parce qu'après, les enquêtes de sociologie montrent bien que toujours dans la répartition des tâches domestiques, du travail domestique proprement dit, c'est toujours les mères, les femmes qui en font beaucoup plus que les hommes. Mais là, sur le terrain purement psychique, de la façon dont on va effectivement envisager le rôle, la fonction paternelle ou la fonction maternelle au prisme justement de cette autorité, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nombre de familles, mais on va aborder maintenant le terrain plus clinique avec toi, les femmes peuvent avoir l'impression que c'est elles qui sont plus en charge de faire respecter l'autorité, alors que les hommes s'en sont davantage dédouanés, au motif d'être dans une relation de plus grande proximité qu'ils n'avaient pas avant avec leurs enfants, de proximité affective ou ludique. C'est une transition pour t'inviter à effectivement maintenant venir plus sur le terrain de ce que tu observes dans les relations justement entre parents et enfants du point de vue de cette autorité. Comment se régule-t-elle dans cette négociation plus complexe et dans cette confusion éventuelle de rôles dont tu nous as parlé? Alors, je crois qu'on est vraiment encore dans une période de transition dans laquelle chacun cherche sa place, chacun cherche ses compétences, et que je pense que les pères comme les mères, les hommes comme les femmes, ont tout ce qu'il faut. Enfin, sauf s'ils ne vont pas très bien, mais enfin, disons, pour la plupart, ont tout ce qu'il faut comme compétences pour pouvoir élever un enfant, c'est-à-dire le protéger, c'est-à-dire exercer un processus d'autorité. Mais que la complexité, elle se joue davantage là, c'est-à-dire dans cet aménagement de l'autorité conjointe dont je viens de parler. Effectivement, beaucoup de femmes ont le sentiment d'exercer seules l'autorité. Après, quand on rentre dans les vraies dynamiques relationnelles, on voit bien que, comme ce qui s'est passé autour de la naissance de l'enfant fait que
les femmes se sont reconnues et ont été reconnues de façon incontestable comme ayant une compétence sur ce que c'est qu'élever un nourrisson et sur ce que c'est qu'élever un bébé. Ça prend, mais les pères s'y mettent, hein, mais souvent quand ils s'y mettent, on leur dit qu'ils ne changent pas bien la couche, qu'ils ne donnent pas le biberon comme il faut, que le bébé n'est pas habillé de la bonne façon, qu'il va avoir froid, qu'il va avoir chaud, etc. Pourquoi? Parce que c'est pas de la méchanceté, c'est juste le fait que on a besoin, pour se sentir un être humain valable, de se sentir compétent. Vous savez, je ne sais plus qui disait, il y a deux besoins élémentaires chez l'enfant, c'est être aimé et se sentir compétent. Et que c'est ça c'est les deux choses à lui transmettre, c'est de l'aimer de façon la plus inconditionnelle possible, bien évidemment, et de lui montrer cet amour, et de lui apprendre à se sentir compétent, c'est-à-dire à le reconnaître dans son évolution. Bref, il y a autour de cette question de la compétence souvent quelque chose qui démarre un petit peu mal, autour de qui est responsable de l'enfant. Plus, alors tout ça, c'est pas que dans la tête, c'est aussi la façon dont nos sociétés sont organisées autour des charges des femmes et des charges des hommes, autour du travail des femmes et du travail des hommes, autour du salaire des femmes et du salaire des hommes, qui fait que qui c'est qui va aller à l'école, qui c'est qui va aller chez le docteur, qui c'est qui va aller l'accompagner à droite et à gauche. C'est dans 80 ou 90% des femmes, mais c'est pas parce qu'elles ont une compétence pour le faire, c'est juste parce que l'organisation sociale, évidemment, leur donne cette place-là. Mais du coup, elles développent aussi une compétence. Elles connaissent l'école, elles connaissent les profs, elles connaissent le directeur, elles acquièrent une compétence particulière par rapport à l'éducation de leur enfant, ce qui leur donne une autorité. Elles ont une compétence plus importante sur les médecins, les vaccins, les médicaments qu'il faut prendre, sur l'alimentation, parce que le médecin va leur dire il faut manger ci, pas manger ça, etc. Donc, elles ont cette compétence qui leur est donnée. C'est pas dans leur gène, c'est pas dans leur chromosome X qu'il y a cette compétence, c'est dans l'organisation sociale autour de ce qu'est la place des femmes et des mères. Et donc, ça produit effectivement beaucoup de tiraillements à l'intérieur des familles. Je fais tout, tu ne fais rien. Oui, mais j'ai un salaire qui est 3 fois plus important que le tien. C'est quand même moi qui ramène l'argent du ménage, donc je ne peux pas tout faire. Enfin, vous connaissez toutes ces discussions par cœur. Mais évidemment, c'est quelque chose qui va à l'encontre de ça. Il se trouve là que on m'a confié au mois de septembre de l'année dernière la présidence le Premier ministre et le ministre de la Famille m'ont confié la présidence d'une mission sur le soutien à la parentalité. Donc depuis un an, j'explore avec les membres de ma commission tout ce qui peut nous aider à avancer dans comment est-ce qu'on soutient les parents dans la société, qu'est-ce que ça veut dire de les soutenir, dans quel lieu, parce que les parents, ils sont parents tout le temps, ils ne sont pas parents que à la maison, ils sont parents dans leur entreprise, ils sont parents par rapport à l'école, ils sont parents par rapport à la justice, ils sont parents dans la cité, etc. Donc qu'est-ce que c'est que soutenir des parents, c'est-à-dire soutenir les parents, c'est justement soutenir leur autorité, dans l'ensemble de ces lieux. Et évidemment, une des premières lignes rouges que nous avons, c'est cette question de l'égalité des sexes. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va faire pour imaginer un certain nombre de mesures qui vont faire que quand le petit ou la petite a 42 fièvres à l'école parce qu'elle a une angine, c'est pas dans 98% des cas maman qu'on va appeler dans son entreprise et elle qui va venir à l'école pour s'en occuper. Comment est-ce qu'on peut faire pour réformer dans l'entreprise même cette question de favoriser l'autorité conjointe, l'autorité des pères par rapport à celle des mères? Parce que, encore une fois, l'autorité, c'est pas un processus. Encore une fois, l'autorité, c'est des actes. C'est des actes qui posent cette autorité. Comment est-ce qu'on va faire pour que, dans les relations avec l'école et dans les conseils de parents et de parents d'élèves, c'est pas 90% des mères, mais pour établir une parité. Tiens, on parlait de parité ce matin. Alors, on ne va pas imposer une parité là, ça serait un petit peu exagéré, mais enfin, on peut indiquer qu'on a envie de se diriger plutôt dans ce sens-là.
plutôt dans le sens de ce rééquilibrage des places paternelles et maternelles. Alors, à ce point de la discussion, il me semble nécessaire d'avancer quand même, de bien comprendre ce que tu entends en tant que thérapeute, psychanalyste par autorité. Tu as donné une définition tout à l'heure en disant que c'était une protection, assurer une protection à l'enfant. L'autorité sert à protéger l'enfant. Et tu as dit ensuite que ce qu'il y avait de plus important pour un enfant, c'est de l'aimer et de lui reconnaître ses compétences. Alors, l'autorité n'est-ce que cela, ou il n'y a-t-il pas d'autres formes d'exercice de l'autorité nécessaires finalement oui, à cette construction que des parents se doivent quant à leur capacité à porter un enfant vers un devenir. Oui, bien sûr. L'autorité, est-ce que c'est aussi autre chose? Est-ce qu'il y a différents types d'autorité et comment tu les interprètes dans leur fonctionnement au sein de la famille? Alors, quand je parlais d'aimer et de faire que l'enfant se sente compétent, c'est pas du tout l'autorité, c'est la condition de l'exercice de la parentalité, par rapport à quoi que l'autorité peut faciliter, mais par rapport à quoi l'autorité peut aussi être un obstacle. Et que souvent les parents, merci, souvent les parents ressentent le processus d'autorité comme étant contraire au fait d'aimer leur enfant. Et c'est bien ça qui pêche très souvent dans les dynamiques familiales, c'est-à-dire que si on interdit à un enfant, parce que l'autorité, encore une fois, au plus simple, c'est de donner des règles qui soient acceptables, qui soient acceptées, et qui font que ces règles ne sont pas vécues comme trop contraignantes, ou même si elles sont vécues comme contraignantes, peu importe, on finit par intérioriser le fait qu'elles sont protectrices. Parfois c'est très simple, c'est-à-dire quand un enfant se met les pieds dans la prise et qu'on lui hurle dessus « te mets pas les doigts dans la prise », etc., de façon un peu autoritariste, l'enfant finit très vite par comprendre que ça le protège de ne pas avoir les doigts dans la prise. Mais après, évidemment, pour des choses plus compliquées, ne reste pas une heure devant ton écran, ça demande beaucoup de négociations et beaucoup de ténacité pour lui faire comprendre que ne pas rester une heure devant l'écran, c'est quelque chose qui le protège et c'est pas juste quelque chose qui le contraint. Encore faut-il que le parent ait intégré ça. Eh bien oui, qu'il ait intégré que c'est pas une contrainte. Enfin, si, c'est une contrainte, mais c'est pas une contrainte gratuite, c'est une contrainte payante. Or, nos enfants étant tellement aujourd'hui les enfants du désir, on les a tellement voulus, tellement désirés, tellement aimés, etc., que effectivement, l'exercice de l'autorité est devenu quelque chose d'un peu plus confus et d'un peu plus complexe. D'autant que les parents sont très soucieux d'éduquer, et je dirais même de forger des enfants qui soient des enfants libres, qui soient à l'image de ce qu'est un individu dans nos sociétés, qui ne sont plus des sociétés holistes, mais des sociétés d'individus. Et déjà en miniature, il est important que l'enfant se fabrique sa personnalité et son identité, c'est-à-dire qu'il s'agit de lui indiquer évidemment un certain nombre de choses, mais de façon pas trop appuyée pour que l'enfant ne soit pas aiguillé vers un mauvais chemin. Et vous savez, c'est ce que j'appelle le syndrome compote de pommes, compote de poire. Alors, il se trouve que maintenant je suis grand-père, donc ça me donne la grande joie de revivre avec des tout petits enfants autour de moi, de 2 ans, 3 ans, 4 ans, et d'avoir en plus la joie de voir leurs parents les éduquer sans que moi j'ai à me mêler de l'histoire. Et donc, parfois je les garde tout seul, mes petits-enfants, donc j'ai aucun problème, je leur fais à manger, je les mets au lit, enfin bon, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et puis parfois je vois ces parents, notamment à la maison de famille, je vois ces parents qui les élèvent. Et j'entends tout au long du déjeuner, tu veux du poisson ou tu veux de la viande? Tu veux des brocolis ou tu veux des frites? Tu veux... Et dernière instance, et c'est ça qui m'avait fait le plus hurler de rire, c'est
j'ouvre le frigidaire et le réfrigérateur, et tu veux une compote de pommes ou une compote de poire? Et vous savez, bizarrement, au moment de compote de pommes, compote de poire, j'ai été pris d'une angoisse. Je me suis dit, cet enfant, il doit choisir tout le temps, il doit tout le temps se demander s'il préfère les croquettes de poisson ou les steaks hachés, s'il veut des brocolis ou s'il veut du truc. Et à la fin, même compote de pommes, compote de poire, ou vraiment pour reconnaître dans les trucs tout mixés, là, les goûts que ça a, je me disais, waouh, quand même, quelle histoire, cette éducation. C'est-à-dire, c'est effectivement un petit peu drôle, puis je le prends évidemment avec humour, mais c'était comme si tout le temps, il y avait quelque chose qui maintenant était déposé à l'intérieur de l'enfant, qu'il était le forgeron de sa propre existence. Et qu'au fond, toutes les règles qu'on allait lui donner étaient des règles négociées, même les règles les plus élémentaires. J'ai juste envie de rebondir là. Est-ce que ça veut dire que ce syndrome compote de pommes, compote de poire, est-ce que ça veut dire que les parents ne se sentent plus, sont trop en doute par rapport à l'exercice de l'autorité, ou se sentent tu mangeras ta compote de pommes et puis voilà, on mange ce qu'il y a. Est-ce qu'ils se sentent coupables d'exercer cette autorité, on va dire, rudimentaire? Qu'est-ce qui se passe du point de vue des parents? Alors, du point de vue de l'enfant, tu as très bien décrit l'angoisse qui pouvait, et la fatigue qui pouvait les saisir. Mais pourquoi les parents, et je pense que vraiment on est sûrement nombreux à être concernés dans cette salle, effectivement, qu'est-ce qui fait qu'on place l'enfant dans ce choix possible tout le temps? Mais parce que ce sont les nouvelles normes aujourd'hui. Ce sont les nouvelles normes et elles nous animent tous, et elles animent particulièrement toute cette génération de jeunes parents qui ont la trentaine, parce qu'eux-mêmes, ils ont été biberonnés avec ça, c'est-à-dire sur le fait de ne pas céder par rapport à son désir. C'est-à-dire, c'est ça qui est notre boussole. C'est ça qui... vous savez, moi, je suis d'une génération... moi, j'étais ado en mai 68 et en 70. C'est-à-dire, comme tout le monde, j'ai dit, il est interdit d'interdire, sous les pavés la plage, ni Dieu ni maître, enfin, etc., etc. Parce qu'on sortait d'une cocotte minute, où tout était interdit, où tout était sous justement une autorité extrêmement rigide, qui venait de l'extérieur et qu'on se représentait comme étant l'autorité paternelle, même si on n'avait pas du tout des pères autoritaires dans notre famille, ça n'avait rien à voir. Mais enfin, c'était une organisation hiérarchique patriarcale de la société, et qu'il fallait faire sauter le bouchon. Il fallait faire sauter le bouchon pour arriver à une égalité entre les hommes et les femmes, et ça, c'était pas gagné, et pour justement arriver à cet avènement de l'individu. Bon, tout ça, c'est pas fait, évidemment, sans casser un peu quelques assiettes. C'est-à-dire que quand on s'est mis à libérer la sexualité, moi, je me souviens, mes copains Cohn-Bendit ou Ockenheim, etc., qui prônaient la sexualité libre des enfants, puisque justement la sexualité des enfants avait été opprimée. Et voilà, il y a eu des mouvements un peu comme ça. Puis après, tout est revenu dans quelque chose de plus raisonnable. Mais en tout cas, on a tous gardé la marque de ça, qui est que... qui est d'une certaine, une certaine méfiance par rapport au processus d'autorité. C'est-à-dire que c'est toujours à remettre en chantier, à remettre en question et à réexaminer. Alors, maintenant, je voudrais qu'on vienne sur un troisième temps, puisque effectivement, on a bien pris la mesure de cette situation de transition dans laquelle sont qui dure, on va dire depuis ces années 70, mais dont on voit les effets maintenant sur plusieurs générations, de cette transition d'une espèce qui conduit à une forme d'épuisement parental, voire même d'épuisement du côté des enfants, quant à toutes ces portes ouvertes qui leur sont laissées en permanence, et cette négociation permanente. Alors face à ces constats,
J'aimerais bien maintenant, avant de passer la parole à la salle, que tu puisses nous dire, en gros, quelles sont tes réponses, toi, en tant que psychanalyste, quand tu as effectivement dans ton cabinet ou quand tu es confronté donc à ces adolescents, à ces familles un peu désemparées, à ces couples. Voilà, dans leurs relations réciproques, alors il est bien sûr difficile de généraliser, hein, mais par rapport à cette question de l'autorité, quels sont les messages, toi, que tu essaies de faire passer à partir de ta compétence de psychanalyste et surtout dans ce processus thérapeutique qui est de les aider finalement à surmonter les nœuds problématiques dans lesquels ils sont enfermés? Alors, moi, je ne suis pas pédagogue, je suis pas prof, donc je ne suis pas là pour dire aux familles comment est-ce qu'elles doivent faire, quelles sont les bonnes règles à appliquer. Je dis ça parce que il ne vous aura pas échappé que les librairies sont remplies de manuels pour savoir comment élever vos enfants, comment les éduquer. Est-ce que l'éducation bienveillante versus l'éducation je ne sais pas quoi, est-ce qu'il faut les mettre dans leur chambre ou pas les mettre dans leur chambre, ça va les traumatiser. C'est-à-dire l'art d'accommoder les bébés et l'art d'accommoder les ados, maintenant, ça se décline 3 milliards de façons, comme si toutes les familles étaient pareilles et comme si les mêmes conseils pouvaient être donnés à toutes les familles. Pour moi, chaque famille est différente. Chaque famille est différente, c'est-à-dire que chaque famille a une histoire, et que donc, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qui fait que quelque chose vient faire obstacle au processus, aujourd'hui au processus d'autorité, c'est-à-dire, encore une fois, au processus de protection des enfants et de hiérarchie générationnelle qui les protège, et pas qui les contraint. Qu'est-ce qui fait, dans cette famille, que ces choses ont du mal à se mettre en place ? Et que ça n'a pas à voir avec des parents incompétents. Ça a à voir... Je dis ça parce que quand j'ai mis en place ma commission, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le jour où je mettais en place ma commission qui avait été demandée par Aurore Berger, ministre de la Famille, elle parlait en même temps de donner des amendes aux parents défaillants et des travaux d'intérêt généraux aux parents défaillants. J'ai été hurlé dans son cabinet en disant c'est pas ça. En tout cas, moi, c'est pas là-dessus que j'ai envie de travailler. C'est évidemment sur d'autres choses, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet de renforcer la compétence des familles en partant de l'idée que toutes les familles peuvent être compétentes, mais qu'il y a des moments où, effectivement, cette compétence peut être malmenée, figée, encombrée, je ne sais pas comment dire, mais enfin, ne peut pas s'exercer. Alors, je sais, vous allez me dire, il y a des familles horribles, il y a des familles incestueuses, il y a des familles monstrueuses, évidemment, mais enfin, on est très loin de la majorité des familles. Alors, pour ça, vous dire deux mots de ce que c'est pour moi une famille. Parce que le terme même devient confus aujourd'hui. D'ailleurs, quand je demande à mes étudiants, dites-moi ce que c'est qu'une famille, c'est une question aussi simple, ils ont du mal à répondre. D'ailleurs, si je vous la posais, je suis sûr que vous auriez du mal à répondre. Donc, soit on décrit la famille, justement, un peu de façon sociologique, monoparentale, homoparentale, recomposée, PMA, adoption, ou je ne sais quoi. Mais sinon, on a du mal à saisir quel est son essence. Or, une famille, c'est deux choses. C'est une verticalité et une horizontalité. Verticalité, ça veut dire que la famille, c'est une histoire. C'est-à-dire, si vous me demandez qui est ta famille, je vous dirais, mes grands-parents venaient d'Égypte, ils ont été expulsés du pays à tel moment, mes parents se sont rencontrés à tel moment, puis se sont séparés à telle date, etc. C'est-à-dire, pour vous dire qui est ma famille, je vous raconterai une histoire de famille. Et que c'est ça la famille, c'est je suis l'aboutissement de cette histoire. Je suis aujourd'hui l'aboutissement de ces secrets, de ces traumatismes, de ces transplantations, de tout ça. Et je suis au bout de cette histoire et je porte en moi tout cet héritage, l'héritage de la famille. Et qu'une forme d'autorité dans la famille, c'est cette autorité verticale qui transmet, qui, encore une fois, a été dévolue au père de famille, mais qui, aujourd'hui, appartient, évidemment, aux deux parents. Donc, une famille inscrite dans cet axe générationnel, et que s'approprier cette histoire, ça permet de remettre en place les générations, le processus générationnel étant en lui-même un processus protecteur. Et une famille, c'est une horizontalité, c'est-à-dire c'est un groupe, à un moment du temps,
Alors, vous avez un foyer dans lequel vous avez un père, une belle-mère, les enfants de la première union de la belle-mère, les enfants de l'union précédente du père, l'enfant qu'ils ont eu ensemble, etc., etc. Et donc, vous avez un groupe de gens avec des frères, des faux frères, des demi-frères, des parents, des beaux-parents, des beaux-grands-parents, des parents qui n'ont plus rien à voir avec les petits-enfants qui prennent en vacances. Mais tout ça, c'est un groupe. C'est un groupe familial. Et c'est ce groupe familial qui est celui dans lequel l'enfant et l'adolescent évoluent. Donc c'est ce groupe-là qui doit aussi assurer sa protection et mettre en place des processus d'autorité. Et que des processus d'autorité entre des parents, des grands-parents, une belle-mère, une mère, une belle-grand-mère, etc., on voit bien, et vous le savez tous, à quel point c'est un petit peu plus compliqué que dans une famille traditionnelle. Ça demande plus de négociations et ça génère plus de conflits de loyauté. Forcément. Déjà que l'enfant est toujours pris en conflit de loyauté entre papa et maman, mais ensuite, quand il y a papa et beau papa, maman et bonne maman, etc. Et, bref, tout ça, c'est un peu la tambouille quotidienne auquel les enfants sont soumis, c'est-à-dire comment hiérarchiser le groupe dans lequel ils sont et comment est-ce qu'on l'organise, comment est-ce que chacun peut avoir une place, comment est-ce que les processus de négociation beaucoup plus complexes dans un réseau parental peuvent se mettre en place. Donc, le travail que je fais au quotidien, c'est ce double travail de réordonnancement des choses, on pourrait dire. D'une part, de rétablir une histoire pour que cet ado, cette adolescente qui commence une anorexie parce qu'elle n'a pas d'autre moyen que de manifester sa souffrance, plutôt que de l'identifier à son anorexie, de lui donner une identité d'anorexie, je lui dis « Ah bon, tu as décidé de faire la grève de la faim dans ta famille. Qu'est-ce que tu veux exprimer ?» Et donc, c'est remettre les problématiques, non plus sur le champ de l'identité, mais sur le champ des relations et des liens qu'ils ont les uns avec les autres. Donc, cet ado, la remettre dans son histoire et dans sa filiation, qui peut être parfois compliquée, et la remettre dans ce groupe aujourd'hui. Quelles sont les places? Ça, c'est la vision systémique. La vision psychanalytique serait plus celle de la transmission, et la vision horizontale des interactions serait plus la vision systémique, c'est-à-dire la vision systémique, c'est un petit peu l'image que j'emploie beaucoup avec mes étudiants, c'est vous avez un bateau qui fait naufrage, il y a 15 personnes dessus, ils ne se connaissent pas, et ils vont survivre, ils vont s'organiser. Chacun va prendre une place, un rôle dans cette nouvelle cité, pour la construire, pour qu'ils puissent manger, pour qu'ils puissent se protéger, pour qu'ils puissent inspecter l'île, etc. Et pour qu'il y ait aussi des places un peu psychiques, relationnelles, qui se mettent en place à l'intérieur de ce groupe. Or, vous voyez bien qu'il y a deux façons d'organiser le groupe à ce moment-là. Soit vous avez un tyran qui a un couteau dans son maillot de bain et qui dit « c'est moi le chef et vous allez vous comporter comme ci et comme ça ». Donc ça, c'est une forme d'autorité, cette autorité tyrannique. Soit le groupe s'organise. Et à ce moment-là, l'autorité, c'est l'auto-organisation. Ce n'est pas X ou Y. L'autorité, c'est la façon dont le groupe détermine des places et des rôles complémentaires aux uns et aux autres selon leurs capacités, leurs compétences et comment ils vont développer des compétences différentes dans chacun des rôles qu'ils vont avoir. Une famille, c'est un peu ça. Une famille, c'est aussi ça. Surtout les familles d'aujourd'hui, qui sont des familles beaucoup plus multiples, et où chacun occupe une place et un rôle dans une organisation. Personne n'en est responsable, personne n'est le bourreau ni la victime de ça. Ils sont tous à la fois bourreaux et victimes de ces places-là, et parfois ça devient contraignant, parce que le groupe est en danger. À ce moment-là, il peut y avoir un bouc émissaire qui se désigne, qui est désigné par le groupe, et ce bouc émissaire, c'est justement ce patient qu'on reçoit à l'hôpital parce qu'il a fait une tentative de suicide. Merci beaucoup. Je pense que vraiment, avec tout ce contenu qui vous a été délivré et ces remarques, réflexions, exemples, eh bien, nous pouvons maintenant entamer une conversation élargie avec la salle et donc vos questions. Alors, si on peut allumer, ce serait bien pour nous.
Voilà, des micros circulent comme d'habitude. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, une question ici. Milieu. Je ne vous vois pas. Qui veut... Pour prolonger, il s'agit de prolonger cette conversation, cette discussion. Bon, alors on peut peut-être rebondir. Pas de questions, donc je vais en poser une qui est un petit peu... Ah, très bien. Pardon. Je crois qu'on ne vous entend pas. On ne m'entend pas. On m'entend. Voilà. Merci beaucoup de cette intervention tout à fait intéressante dans la mesure où on prend, j'allais dire, il y a de l'épaisseur historique. Et au fond, dans votre pratique de psychanalyste, je vous écoutais parler de Freud tout à l'heure. Est-ce que Freud et les Freudiens du 19e et du début du 20e, quand ils s'affrontent avec des pathologies, ce sont des pathologies avant tout de l'autorité et des dysfonctions de l'autorité. Aujourd'hui, certes, il n'y a pas de rupture claire, ça doit continuer aussi, il y a des pères tyranniques, il y a des mères tyranniques, etc. Bon. Mais est-ce qu'il n'y a pas un nouveau type de pathologie qui est la pathologie qui existait avant, quand on parlait des pathologies du père manquant? Un père physiquement, là, mais un père qui voilà, n'y arrive pas. Hein. Est-ce que les pathologies contemporaines ne sont pas avant tout des pathologies, non pas de l'absence d'autorité, mais du flottement de l'autorité? Oui, je peux pas vous dire le contraire. Absolument. C'est-à-dire que ce qui a changé par rapport à Freud, c'est la place de la culpabilité, effectivement, parce que du coup, avec cette éviction progressive de cette figure surmoïque, de cette figure paternelle interdictrice, castratrice, etc., etc., eh bien, la place de la culpabilité est repoussée par rapport à la question de la honte. La place de sujet dans l'environnement social est remplacée par une place de victime qui a tendance à se victimiser incontestablement. C'est-à-dire que puisque mon groupe social est censé m'apporter tout le confort dont j'ai besoin, toute la jouissance qui doit être la mienne, et me donner une compote de pommes quand je demande une compote de pommes, eh bien, si tout ça ne m'est pas donné, je deviens victime. Et je deviens victime d'un bourreau qu'il s'agit de déterminer, qu'il s'agit de désigner comme étant bourreau. Mais effectivement, ça, c'est ce qui est, je dirais, le plus empoisonnant dans les prises en charge et dans les thérapies d'adolescents aujourd'hui, c'est de les faire sortir de cette position victimaire pour qu'ils deviennent sujets. Or, on entend bien dans tout ce qui teinte à nos oreilles, hein, sur le plan social, à quel point cette place des victimes devient un peu prépondérante, et qu'elle est magnifiée d'une certaine façon, elle est mise en exergue. Notamment, et c'est ce qui me désole le plus par rapport à ces questions d'égalité entre les hommes et les femmes, non pas que encore une fois, je pense tout à fait à l'utilité de mouvements comme MeToo, etc., comme la dénonciation des crimes sexuels et tout ça, mais ça charrie un petit peu dans son sillage quelque chose autour de positions victimaires où je vois beaucoup de femmes et de jeunes filles se mettre à l'heure actuelle, et où je trouve que c'est un petit peu dommage, voilà, qu'il faudrait que les restaurer un peu comme sujet. Et effectivement, c'est plus les hystériques de Freud.
Bonjour. Je voulais savoir si vous pourriez nous dire, puisque je crois que dans notre société actuelle, avoir un titre, que ce soit dans une famille, être le père, ou en politique, ou dans le monde du travail, avoir un titre ne suffit plus pour faire autorité. Donc, quelles sont, d'après vous, les conditions minimum pour pouvoir faire autorité? Il me semble que justement, c'est l'exercer de manière protectrice. C'est-à-dire, c'est déployer cette autorité de façon à ce que ceux qui sont les destinataires de cette autorité, parce que vous êtes patron dans une entreprise, parce que vous êtes père ou mère, bien évidemment, dans votre famille, parce que vous êtes, je sais pas, entraîneur dans votre équipe de foot, enfin, toutes ces positions-là vont faire que, de façon incontestable, on va vous attribuer et vous reconnaître cette place-là. C'est-à-dire, c'est la reconnaissance de la hiérarchie. Mais c'est la reconnaissance de la hiérarchie, ça veut dire que cette hiérarchie n'est pas une puissance, n'est pas une toute-puissance, puisqu'elle est l'essentiel est qu'elle soit reconnue par les deux protagonistes. Et que, justement, chacun soit nommé à la place où il est. Vous savez, ce qui stabilise les relations... Il y a les théoriciens de la communication, l'école de Palo Alto aux États-Unis, par exemple, qui a vraiment servi de réflexion pour les théories systémiques dont sont issues les thérapies familiales que je... Ils disent il y a deux façons de communiquer. Il n'y en a pas 36 000. On est soit dans la communication symétrique, soit dans la communication complémentaire. Complémentaire, ça veut dire que chacun reconnaît l'autre à la place où il est, et que les échanges se font dans l'acceptation de cette complémentarité. C'est le professeur et l'élève, c'est le parent et l'enfant, c'est l'entraîneur et le sportif, etc., etc. Et ça s'appelle une position up et une position down. Ça ne veut pas dire que celui qui est en position up a le pouvoir sur la personne qui est en position down. Ça veut dire qu'ils se sont mis d'accord sur les règles du jeu qui étaient que il y en avait un qui occupait cette place et l'autre qui occupait l'autre place. Pardon. L'autre forme de communication, c'est la communication symétrique, c'est celle où on est à égalité. C'est donc aujourd'hui l'époux et l'épouse, ce qui n'était pas le cas au XIXe siècle, c'est le frère et la sœur, c'est les copains à l'école, enfin bon, c'est toutes ces formes où il n'y a pas de hiérarchie. Et donc, on est à égalité, ça veut dire qu'on doit toujours en permanence savoir qui est un peu plus égal que l'autre, c'est-à-dire qu'on doit toujours un peu se disputer ou discuter, en tout cas, pour savoir quelles sont les règles du jeu, quelles sont les règles de la relation, quelles sont les règles de l'interaction. Elles sont plus posées, comme dans la relation complémentaire, mais elles se négocient en permanence entre les protagonistes. Alors, une relation saine, ce n'est pas une relation qui est complémentaire de façon rigide ou symétrique de façon rigide, c'est une relation qui passe souplement de l'un à l'autre. Ça veut dire que, par exemple, l'élève va dire à son prof « Ah, moi, je pense, monsieur, que les choses ne sont pas tout à fait comme ça. À mon avis, il faudrait plutôt les décrire de telle et telle façon, etc. » C'est-à-dire, il sort de la complémentarité et il passe à la symétrie. Toc, toc, toc. À ce moment-là, le prof discute avec lui. Alors, soit c'est un prof extrêmement autoritaire qui dit « Petit con, t'as rien à m'apprendre », soit c'est un prof un peu plus éveillé qui va rentrer dans la conversation avec lui ou dans lequel ils vont avancer un peu à égalité. Puis hop, ils vont se remettre à la même place. Évidemment, entre les parents et les enfants, c'est ça en permanence. Simplement, ce qui stabilise la relation et ce qui la rend sécurisante, ce n'est pas la symétrie, c'est la complémentarité. C'est le moment où chacun reconnaît la place de l'autre. Il est mon parent qui me protège et je suis le parent qui le protège, et non pas une discussion infinie avec des adolescents pour qu'ils arrêtent de regarder leur téléphone. Merci.
vois pas de main qui se lève. Ah si, voilà, ici, là-bas. Jusqu'à ce que le micro arrive, moi je voulais juste... J'avais lu dans mes recherches pour préparer effectivement cet entretien qu'avec le cas du petit Hans dont Freud a fait l'analyse, un petit garçon de 5 ans, formidable, etc., qui n'arrêtait pas de dire à son père « Écoute papa, fâche-toi ». Et qui disait aussi « Pourquoi tu crois que j'aime maman alors que c'est toi que j'aime ?» Donc là, on est vraiment voilà, au cœur même de tout ce que tu nous as raconté, du conflit oedipien. Mais écoute papa, fâche-toi. Donc, je me demandais finalement si les enfants, mais vraiment, je ne sais pas pour prendre la place, c'est vraiment pour... si les enfants, comment dire, avaient envie d'être grondés quelquefois. Est-ce qu'il fallait gronder les enfants? On sait qu'il ne faut plus battre les enfants, ça c'est sûr, c'est dépassé. Mais gronder. Les gronder, certainement. Mais ce que tu dis me fait penser à une chose, c'est qu'on a beaucoup parlé de liens, etc., de relations, mais on n'a pas beaucoup parlé d'inconscient, bizarrement. Bon, pour un psychanalyste, je l'ai un petit peu posé au départ, mais qui est quand même la donnée fondamentale, c'est-à-dire que l'inconscient sur lequel se déroulent toutes ces bagarres à l'intérieur de nous, justement, entre papa fâche-toi, ou papa je t'aime, ou papa je te hais, toute cette ambivalence, elle est hébergée à l'intérieur de nous, et c'est ce qui forge l'inconscient. C'est-à-dire aimer et haïr, ça fait partie de l'inconscient. Vouloir préserver l'autre et le détruire, ça fait aussi partie des processus inconscients. Et que c'est bien souvent ça qui, justement, nous gouverne. C'est cette ambivalence. Cette ambivalence, par exemple, entre cette mère qu'on a adorée et cette mère qu'on a voulu rejeter parce qu'elle elle vous comprenait pas, ou qu'elle était trop encombrante, ou trop intrusive, ou trop autoritaire, ou je sais pas quoi. C'est une ambivalence qu'on va retrouver sur le terrain de la sexualité entre la maman et la putain, par exemple, dans l'inconscient de beaucoup d'hommes. Et ça, je fais un petit pas de côté sur l'affaire Mazan, mais enfin, on voit bien comment ce type de processus, ce sur quoi ça peut aboutir. C'est-à-dire que la plupart des passages à l'acte et de la pathologie à laquelle on est confronté, c'est des conflits inconscients qui n'arrivent pas à se résoudre, beaucoup plus que des conflits entre moi et l'autre. Plus fort, on ne vous entend pas. Celui-là est bon, oui, c'est ça. J'entends le... Alors, je voudrais revenir sur le partage des tâches hommes-femmes dans la famille, qui est une grande tarte à la crème. J'avais lu il y a quelques années une enquête que j'avais adorée, qui avait été diligentée par la Caisse d'allocation familiale sur l'Île-de-France, et qui étudiait à la fois les déclarations et les pratiques de familles de différents niveaux. Alors évidemment, dans les classes supérieures, je résume un peu caricaturalement, le discours égalitariste, politiquement correct, était massivement proféré. En revanche, comme les hommes étaient cadres supérieurs et qui travaillaient le samedi et qui rentraient avec des dossiers à faire, le partage des tâches réelles était plutôt en dissonance par rapport à leur discours égalitariste. En revanche, dans les milieux populaires, les hommes s'occupaient beaucoup plus des enfants que ce qu'on racontait, puisque les femmes, elles étaient caissières, elles travaillaient le samedi, elles étaient femmes de ménage, donc elles avaient des emplois du temps qui ne leur permettaient pas de s'occuper des gosses, etc. Donc les maris participaient beaucoup à la prise en charge des enfants, tout en tenant des discours totalement traditionnels sur le partage complémentaire. Alors, du coup, voilà ma question. C'est est-ce que entre la représentation qu'on se fait du partage de l'autorité parentale et la réalité dans la prise en compte maternelle, il ne peut pas y avoir des distorsions
qui provoquent peut-être, je sais pas, des conflits inutiles ou des fausses représentations, dans la mesure où la plupart d'entre nous ici tenons des discours politiquement corrects sur le, sur le partage. Ah oui, non, mais vous avez raison, c'est toujours biaisé. C'est-à-dire que la perception qu'on a de ce qu'on fait et quand c'est réellement compté, c'est déjà, il y a une différence énorme. Et la façon dont les hommes décrivent leur investissement et dont les femmes décrivent l'investissement de leur conjoint, il y a aussi des hiatus relativement importants et que tout ça peut être source de conflit. Oui, oui, bien évidemment. Mais après, si vous voulez, moi je suis pas tellement là pour compter les heures de vaisselle, mais après c'est clair que ça ne se traduit pas psychiquement de la même façon. Et qu'un homme qui dit qu'il est très investi dans les tâches ménagères, on ne peut pas l'accuser juste de malhonnêteté. C'est aussi la façon dont il se représente ce que c'est qu'un homme par rapport aux tâches ménagères. Enfin bon. Bon, ben écoutez, nous pouvons clore cette table ronde et remercier vraiment Serge Effès pour son éclairage. Donc, je vous annonce la table ronde suivante qui va sans doute avoir quelque écho avec notre conversation puisqu'elle a pour intitulé « Éducation positive, faut-il jeter le bébé avec l'eau du bain ?» Voilà. Bon courage.